Paul Melun, bonjour et bienvenue chez Fonds Populaire. Bonjour Bertrand, merci de me recevoir. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises, donc c'est toujours un plaisir. Et Partagé. cette fois-ci, merci, cette fois-ci on vous reçoit pour la sortie de ce livre, Libérer la gauche, aux éditions Serre, où vous nous racontez un peu votre gauche, vos origines, votre parcours politique et parcours d'enfant qui a baigné dans un univers très politique. Et donc je vous propose d'en parler tout de suite. On va commencer par cette question. Vous nous parlez de vos parents, de vos grands-parents, qui sont de gauche, mais de plusieurs gauches, ce qui est intéressant. On n'est pas sur une gauche uniforme. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire à nos spectateurs quelles sont un peu ces origines de gauche et qu'est-ce qu'il reste de cette gauche en vous ? Alors, je suis issu d'un curieux métissage que j'essaie de raconter dans le livre. Alors, c'était quelque chose d'abord qui n'était pas évident pour moi parce que la portée autobiographique du livre s'est écrite à mesure que j'ai commencé à travailler sur mon texte. Au début, je voulais vraiment faire la généalogie de la gauche contemporaine et même jusqu'à ses origines au XIXe siècle, je remonte assez loin, et je voulais plutôt faire quelque chose d'historique ou de politique. Puis je me suis dit, non, tu ne peux pas faire l'économie de te raconter, et de raconter en tout cas une part de mes ancêtres, de mes grands-parents et de mes parents. Et donc, j'essaie dans le livre d'amalgamer, de mettre en miroir, en résonance, un parcours politique plutôt personnel, plutôt familial, plutôt historique, et la généalogie de la gauche que je fais aussi dans ce livre, qui est structuré de façon plutôt chronologique. Et je pensais que c'était d'abord important en termes de démarche de l'esprit. Il n'y avait pas une dimension égotique ou narcissique à vouloir faire de ce livre une portée d'autobiographie un peu politique. Ça s'est imposé à moi parce que j'ai été tenté tout le temps, lorsque j'ai commencé à faire mon travail, j'ai été tenté de l'écrire à la première personne. Et je crois que j'ai réfléchi après à la raison pour laquelle j'avais voulu écrire à la première personne, ou pourquoi ça s'était imposé à moi. Je pense que c'est parce que, justement, c'est tout le propos du livre. La gauche, c'est un rapport affectif pour moi. Et c'est comme ça que je commence le livre. C'est que dès les premières pages, j'explique que ceux qui attendent de ce livre une conceptualisation théorique de ce que fut la gauche seront déçus. Je pense qu'on arrive à la gauche par des symboles, par un ancrage familial, par des sentiments, par des discussions, par une expérience du réel. Une expérience du réel social, à certains égards du manque ou de la privation, ce qui n'a pas été mon cas, j'ai eu une enfance plutôt heureuse en ce sens, mais en tout cas, c'est par tout ça qu'on arrive à la gauche. Et je me suis dit, c'est plus amusant pour mon lecteur d'aller par cette petite porte pour l'amener à l'histoire de la gauche. Et après, effectivement, parler de socialisme municipal, je le fais, avec Dormoy, avec Fourier, avec Cabot, je parle aussi de Jaurès, je parle de De Gaulle, je parle de mon De Gaulle de gauche, en quelque sorte, voilà, parce que je suis gaulliste de gauche. Donc, après, je fais tout ce travail de généalogie. Mais d'abord, je pars de mon enfance, et effectivement, j'ai eu une enfance dans un quartier plutôt populaire de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, pour ceux qui connaissent. Et on faisait le trajet, mon père en tout cas faisait le trajet tous les jours pour aller travailler, puisqu'il travaillait, il avait une petite exploitation agricole en fermage, 3 hectares 5 à peu près en agriculture biologique, il était maraîcher. D'où plus tard ma sensibilité particulière pour les questions environnementales et écologiques et pour ce que l'on appelle la ruralité, la campagne, les provinces, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais en tout cas pour ces territoires, ces endroits où flotte un parfum de France, j'écris dans le livre. Et donc, mon père me faisait sécher la classe régulièrement pour aller travailler avec lui et ramasser les fruits et légumes à la saison, parce que de fait, il y avait beaucoup plus de travail. Je me rappelle même que parfois, on ramassait les salades, il avait toutes sortes de salades, des batavias, des laitues, des feuilles de chêne. On les ramassait à la lampe frontale, on les mettait toutes dans une brouette, et on faisait ça la nuit, parce qu'en fait, la journée, les jours de récolte étaient trop courts. Quand vous aviez à récolter les tomates, les courgettes, les aubergines, vous finissiez en fait à pas d'heure, et donc on terminait par les salades, passé 22 heures quand il faisait nuit. Parce que le lendemain, à 5h, 6h du matin, il fallait installer le stand et qu'on faisait le marché. Et on faisait le marché ça ne s'invente pas d'ailleurs, dans la ville de Bègles, qui est une ville communiste puis écologiste, avec Noël Mamère, qui en a été un des maires pendant fort longtemps. Et c'était place du 14 juillet. Et c'est là qu'on vendait nos légumes. Je le raconte un peu dans le livre. Je baignais dans un environnement qui était tout à la fois rural, agricole,
mais une agriculture particulière, parce qu'il ne s'agissait pas de l'agriculture intensive ou extensive, il s'agissait d'une petite exploitation familiale où on travaillait la terre de nos mains, si je puis dire. Moi, j'étais dans la remorque, à l'arrière du tracteur ou à l'arrière du camion, à aller récupérer du fumier de cheval chez les voisins, puis après on épandait ça sur des beaux sillons d'une 50aine de mètres, on creusait le fossé pour pouvoir mettre la serre impeccable, pour que ce soit bien propre, et qu'on puisse avoir ce petit effet de serre à l'intérieur pour tendre des fils pour faire pousser les tomates. Enfin, il y avait un rapport au vivant, il y avait un rapport aux plantes, il y avait un rapport très tellurique, très profond. Donc ce premier rapport à la gauche est venu pour moi par l'expérience de la terre. Et c'est assez original, puisqu'aujourd'hui la gauche, et j'y reviendrai après mais dans notre échange, mais puisque la gauche aujourd'hui est plutôt urbaine. Et donc c'était un petit détour un peu facétieux. Et puis ma maman, elle était, je dis elle était parce qu'elle est en retraite bientôt, elle était orthoptiste. Et elle travaillait avec un ophtalmologue. Elle venait politiquement depuis sa famille d'une autre famille politique qui était plutôt, je dirais, gaulliste et catholique, mais provinciale, enracinée et pas milliardaire non plus. Voilà. Là où mon père, lui, venait lui-même, et j'ai connu mes deux grands-mères, et c'est pour ça que je leur dédie ce livre, Yvonne et Suzanne. Ma grand-mère Suzanne, qui était la maman de mon père, elle venait d'un milieu beaucoup plus populaire. Elle a grandi dans la France des années 20-30, et puis elle était concierge d'immeuble, et son mari était chauffeur-livreur. Tous deux étaient communistes. Et la cellule du Parti communiste avait une grosse place dans leur vie. Et moi, j'ai été bercé des récits de cette vie dans le Paris prolétaire, communiste. Il vivait dans le 12e, HLM. Ce Paris un peu vraiment populaire, quoi, du temps où Paris ressemblait un peu à un village. Mon père me racontait, à l'époque, il y avait encore, voilà, on achetait leur lait chez le laitier, etc. On pouvait sortir de Paris, le périph' n'était pas encore construit, on pouvait partir à l'extérieur de Paris comme ça rapidement à vélo. Enfin, c'est toute cette histoire-là, et puis avec un profond ancrage à gauche, il y avait les grèves, il y avait les caisses de grève, on cuisinait pour ceux, ou on préparait des paniers repas pour ceux qui faisaient grève pour se soutenir, et ça, toute cette histoire-là m'a énormément bercé. Moi, je ne l'ai pas connu puisque, étant né en 94, moi j'étais né bien après la désindustrialisation, la tertiarisation et toute l'évolution contemporaine du pays et de la gauche. Mais j'ai encore, c'est ça qui est amusant dans le livre aussi, c'est que finalement je suis une sorte de jeune vieux. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un univers qui était déjà anachronique quand je le vivais. Les gens pourraient se dire, mais enfin, quelle généalogie de la gauche peut-il faire de son expérience personnelle de vie? Il est né en 94, il a connu que la gauche maastrichtienne, comme dirait mon ami Michel, etc. Michel Onfray. Oui, c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai parce que factuellement, c'était une période de ma vie où de toute façon, les choses avaient déjà bien évolué. Lionel Jospin a été Premier ministre, puis après ça a été François Hollande président, etc. Donc de toute façon, j'ai connu que la gauche libérale, mondialiste, etc., que je critique largement dans le livre. Mais de par mon ancrage familial, de par les convictions politiques de mon père, de par ma littérature jeunesse, je parle dans le livre des bandes dessinées de Rahan, etc., j'ai été bercé à La religion opium du peuple, Rahan, le fils des âges farouches, la liberté guidant le peuple, etc., la passion pour 1789, pour la Commune de Paris. Donc on ne se résume pas à l'époque dans laquelle on grandit, ce serait trop facile. Je pense qu'il faut être bien présomptueux pour penser que nous n'avons pas de racines, que nous sommes comme une sorte de cerf-volant, et que notre histoire familiale, et même tout ce qui a existé avant notre naissance, n'existe pas en nous. Je crois qu'on est pétri d'une histoire qui nous dépasse, et peut-être même que dans ce livre, je n'aborde qu'un fragment de cette histoire qui me dépasse. Et vraiment, c'est là que je veux donner les racines de cette réflexion, de cet engagement dans le livre. Et après, j'évoque la période de ma vie où j'ai fait ma conscience politique, avec des apports théoriques, conceptuels beaucoup plus classiques. C'est un autre sujet. On va en parler juste après. Alors, une partie de votre discours actuel peut-être ne correspond pas ou ne correspond plus, et ça vous allez nous le dire, au positionnement justement de certains membres de votre famille. Il y avait un petit côté un peu anarchiste chez certains. Il y avait aussi, vous parlez notamment dans le monde agricole, d'un monde agricole qui n'est pas productiviste, mais donc proche de José Bové, par exemple. Absolument. Est-ce qu'il y a un schisme en vous qui fait que vous ne vous reconnaissez pas forcément intégralement avec cette gauche-là? On a du mal forcément, on ne vous associe pas forcément à cette gauche-là. Bien sûr. Alors bon, d'abord, cette gauche-là, j'essaie d'en faire une description dans le livre et c'est pas évident. Vous parliez de José Bové, j'en parle dans mon livre, je parle de José Bové, je parle de Pierre Rabhi, je parle de la gauche, disons... Moi, quand j'étais petit, je fréquentais cette gauche-là par mon père. Je raconte dès mon petit prologue
Je raconte un moment assez cocasse, assez drôle, où mon père m'avait fait tenir, et ça arrivait beaucoup de samedis d'ailleurs, j'ai peut-être tenu ce local 20 fois ou 30 fois, où je tenais le local de la Confédération nationale du travail, qui était un syndicat libertaire, anarchiste, plutôt d'obédience révolutionnaire. Et je tenais ça. Il y avait une petite librairie avec de la littérature, Proudhon, Bakounine, etc. Et puis il y avait l'endroit où on vendait nos légumes. Donc moi je vendais les fruits et légumes de la permanence et puis je la tenais voilà, quand c'était le samedi. Donc c'est quand même assez drôle, effectivement, vous avez raison. La forme de schisme, elle peut exister. Cependant, il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses qui restent fidèles à ce que l'on m'a enseigné et à ce que j'ai compris du monde. Puis il y a des choses que j'ai découvertes et qui m'ont affranchi de ce monde-là. C'est probablement plus complexe qu'une. Évidemment, si on est schématique ou qu'on caricature, on peut dire bon, bah, il est parti de là, il est allé là, et puis il a fait table rase du passé, dit la chanson. Ben non, pas du tout. C'est plus complexe, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sujets. Par exemple, quand j'étais enfant, on critiquait ce qu'on appelait l'agro-business, c'est-à-dire Monsanto, l'agriculture intensive, les OGM. C'était le grand combat des faucheurs volontaires. Et on partait avec mon père, il était parti d'ailleurs sur le Larzac avec sa moto. On allait dans les procès des faucheurs d'OGM avec nos pancartes, on fichait la pagaille devant le tribunal, ça. Là-dessus, ma position n'a pas changé d'un iota par rapport à ce que mon père pensait et ce qu'il pense toujours. C'est-à-dire que les OGM, ce n'est pas une bonne chose, que l'agriculture intensive, ce n'est pas une bonne chose. Les méga-bassines. Que les méga-bassines, ce n'est pas terrible. Donc, vous voyez, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps un papier chez vos confrères du Figaro où j'ai parlé des méga-bassines et des risques que ça pouvait avoir. Donc, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas bougé d'un iota. Sur mon rapport au local, sur mon rapport au circuit court. Avec mon père, on vendait nos fruits et légumes à la ferme, dans une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, une AMAP, et également sur les marchés. Ils vendaient jamais à la grande distribution. La plus grande distribution qu'ils vendaient, c'était des supérettes bio. Donc là-dessus, moi, je ne bouge pas d'un iota par rapport à ça. C'est toujours ma vision de l'agriculture. Alors après, là où je suis peut-être plus, disons, nuancé que les amis de mon père de l'époque, c'est que ce n'est pas pour autant que j'ai envie de m'en prendre aux agriculteurs intensifs. J'ai envie de leur dire, rejoignez-nous, réfléchissons ensemble à un autre modèle agricole. Vous savez que le sujet de l'agriculture me passionne. Comment est-ce qu'on peut faire un nouveau modèle pour notre souveraineté alimentaire Et c'est là que je rentre dans la prospective politique, mais en sachant d'où je viens et quelles sont mes racines intellectuelles par rapport à ce modèle agricole. Puis il y a plein d'autres sujets où c'est pareil. La démocratie, le référendum d'initiative citoyenne pour lequel je suis favorable, c'est une vieille proposition libertaire que mon père et ses camarades soutenaient. Je la soutiens. La réduction des inégalités de richesse aussi, même si je ne suis pas pour l'abolition de la propriété privée, parce que je pense que c'est un droit sacré, comme dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, il y a toutes ces choses-là. Là où il y a peut-être un schisme, pour reprendre votre mot, c'est peut-être sur le rapport à l'ordre, aux frontières et aux fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que je pense, et d'ailleurs ça mériterait un débat plus approfondi, parce que je ne suis pas bien sûr que dans la littérature prolétaire ou dans la littérature anarchiste ou libertaire, il y ait beaucoup de passages dans lesquels on dise abaissez les frontières, ne faites pas de sécurité et abolissez tout État. Il y en a probablement, mais c'est nébuleux quand même. Admettons qu'il y a quand même plusieurs visions de cela, y compris à gauche. Et admettons que les autres gauches, c'est-à-dire le socialisme ou le communisme, lorsqu'ils ont été aux affaires, n'ont pas été particulièrement libertaires et particulièrement anti-État ou anti-fonction régalienne. Parfois même, ce fut funeste, notamment avec l'Union soviétique. Donc, tout ça est nébuleux. On ne peut pas dire la gauche, c'est abaisser les frontières, c'est etc. D'ailleurs, je parle de l'internationalisme dans le livre, du mondialisme, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, si moi j'affirme une nécessité de la souveraineté nationale, de la protection des intérêts de la nation, c'est avant tout dans une dynamique plutôt jaurétienne en fait. Je reprends dans le livre des passages de textes écrits par Jaurès. Il écrit une lettre aux Marseillais en 1893 dans laquelle il parle de la patrie. Et je renvoie à ce texte qui dit tout de la vision de la patrie de Jaurès. Je renvoie aussi à son fameux livre L'Armée nouvelle en 1911 où il parle de la patrie. Il parle d'ailleurs, je le cite, de l'autonomie des nations, des génies nationaux. Donc c'est une vieille histoire, la gauche et la nation. Et moi je pense personnellement que c'est la gauche contemporaine qui a fait sécession avec la nation et que la préoccupation nationale est très ancienne. Et donc, moi je prends un petit détour dans ce livre pour y venir en expliquant que c'est par cette forme de confession que je lis dans le livre et ma propre histoire que j'ai très tôt compris que la France était au cœur de notre gauche. On était une gauche patriote, enracinée et populaire. Enracinée et donc, par définition, pas une gauche post-nationale. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que c'est complexe et que ça ne se résumerait pas à un schisme. Alors on va parler maintenant un petit peu
votre expérience de lycéen, on va un petit peu avancer dans le temps, lycéen, jeune étudiant à Sciences Po, donc vous étiez impliqué politiquement dans ces structures. Et vous nous expliquez, en parlant du Parti socialiste, dont on va consacrer toute une partie là maintenant, vous avez connu le basculement idéologique du parti et des structures proches. Vous étiez notamment à l'UNEF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment elles se sont manifestées ces dérives et pourquoi vous n'y avez pas adhéré? Alors, tout ça, c'est un peu là aussi, quand j'avais 17 ans et que je préparais mon concours à Sciences Po, tout ça, c'est pas imposé à moi. Il faut bien se remettre en tête que, et je le dis un peu dans le livre, à 16 ou 17 ans, d'abord à 16 ans, je ne savais même pas que Sciences Po existait. L'UNEF, je ne savais pas non plus que ça existait. Le Parti socialiste, oui. Mais pour moi, c'était très lointain. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été élevé du tout dans un milieu où on côtoyait des élus, des professeurs. Très franchement, moi, Sciences Po, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, c'est plutôt mes professeurs qui m'ont dit, mais bon, vous êtes de bonnes notes en histoire, en philosophie, vous devriez tenter Sciences Po. Parce qu'au début, moi, on ne m'aurait pas dit ça, j'aurais fait un BTS, ou j'aurais fait autre chose, une autre formation, mais je n'aurais pas fait Sciences Po. Et donc, c'est là que d'ailleurs, je renvoie un peu aux travaux de Boudon, qui est sociologue, et qui explique très bien ça. Les stratégies scolaires, académiques, sont très présentes dans les familles favorisées, dont les parents, les frères et sœurs ont déjà fait une grande école. Moi, à 3 générations autour, ou 10 générations autour, et dans tout mon entourage, personne n'avait fait une grande école. Donc, pour moi, c'était bizarre. Je ne savais pas comment est-ce qu'on prépare un concours, je ne savais pas tout ça. Bon, je me suis bagarré, etc. J'ai pu faire une prépa publique, etc. Donc, j'ai commencé à travailler et j'ai décroché ce concours. Et quand j'y ai été, j'ai découvert un autre monde dans le monde, différent, avec des professeurs des universités, avec des camarades qui, pour beaucoup d'entre eux, avaient fait leur classe dans le privé, qui avaient eu des professeurs de bon niveau, qui avaient beaucoup de livres à la maison, qui venaient d'un milieu favorisé, des centres-villes, etc. Et face à tout ça, moi je me suis dit, c'était un peu mon but, je me suis dit, bon, dans Sciences Po, il y a politique, c'est extrêmement basique comme raisonnement, et je me suis dit, moi je suis là pour faire de la politique, c'est à réfléchir à la politique, je suis de gauche, donc il faut que je trouve quelque chose qui me convienne. Très tôt, les camarades de mon père et la gauche, qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême gauche, me plaisaient moyennement parce que j'y voyais déjà des limites dans l'action. C'est-à-dire que je me suis très tôt dit, ces gens prônent la révolution, le basculement, le grand soir depuis que Geronimo est allé tuer le président Sadi Carnot fin du 19e siècle. Et depuis, il y a eu Action Directe, il y a eu Georges Besse, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu des attentats, il y a eu des fauchages d'OGM, mais rien n'a bougé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a des OGM, il y a des grands patrons, il y a tout ça. Donc, j'ai été, par l'expérience du réel, j'ai vu que même si j'ai gardé une forme de tendresse pour la lutte pour le grand soir, pas pour l'aspect terroriste évidemment, mais pour la lutte pour le grand soir, par les élections, je m'apercevais que ça ne marchait pas. Et donc je me suis dit, tu as fait l'expérience étant enfant du réel, disons, de la gauche très militante, extrême gauche, etc. Maintenant, tourne cette page et va voir comment ça se passe pour la gauche dite de gouvernement. Vous voyez si ça marche. François Hollande, quand je suis rentré à Sciences Po, venait d'être élu. Moi, je n'avais pas encore le droit de vote, mais il a été élu. Donc je me suis dit, bon, je n'étais pas un fan, j'en parle dans le livre, je n'étais pas un fan absolu de François Hollande, mais je me suis dit, bon, après tout, tu as 17 ans, il vient d'être élu président, engage-toi au Parti socialiste. Alors je commençais par l'UNEF, puisque c'était le syndicat de gauche majoritaire à Sciences Po. Et donc je m'y suis engagé, j'ai fait mes classes, j'ai été élu au conseil d'administration de l'école pendant toute ma scolarité, réélu à chaque fois. Après, j'ai fini par prendre la présidence de la structure UNEF à Sciences Po Bordeaux. J'ai appris tout ça. J'ai vu comment les choses se passaient. Moi, j'avais horreur de tout ce qui était de l'ordre de la tambouille politicienne électorale, les apparatchiks, les jeunes loups du parti. J'ai découvert tout ça, je le raconte dans le livre. Les jeunes apparatchiks qui vous toisent du regard, leur téléphone dernier cri dans la main, sur des boucles de messages un peu fumeux, avec le fiel, etc. Moi, j'arrivais là, j'étais une sorte de Blanche Colombe complètement candide, quoi. C'est le récit candide, quoi. J'étais là, j'hallucinais. Première fois que je mets les pieds dans une section, au Parti socialiste ou à l'UNEF, j'imaginais qu'on allait parler justement de la libération de la gauche, réfléchir à plein de sujets, etc. Or, ce n'était pas le cas. On réfléchissait, et c'est d'ailleurs de ça qu'est mort le PS, on réfléchissait à gagner les prochaines élections, tout simplement. Comme à LR, à l'époque c'était l'UMP, les jeunes pop. C'était mes copains qui étaient aux jeunes populaires, c'était les jeunes de l'UMP. C'était ça, c'était comment faire gagner les élus, comment se distribuer des postes, comment... voilà, c'est vraiment l'expérience du réel que j'ai eue.
Donc déception. Déception. Par contre, à l'échelle de ma petite structure à l'UNEF, on a fait des choses sympas. On a organisé une bourse aux livres pour les étudiants qui n'avaient pas le sou pour acheter des livres. On faisait des choses comme ça à l'échelle de l'établissement. C'était bien. Mais les apparatchiks parisiens me voyaient d'un mauvais œil parce que j'embrassais pas toute leur théorie déjà à l'époque. Déjà à 19 ans, 20 ans, j'étais un peu réfractaire. Et quand on m'a dit, j'avais avoir une vingtaine d'années, quand on m'a dit, bon, il faut faire des réunions non mixtes entre les hommes et les femmes parce que les camarades femmes se sont opprimés par les hommes et donc il ne faut pas d'hommes avec eux. Donc moi j'ai dit non, ça c'est une espèce de... Dans quelle année ça? Oh, ça devait être en... Mettez ma mémoire d'épreuve, peut-être 2015. Vous voyez, donc ça commençait à venir. Vous voyez, c'est 2015. Comment ça vient? On nous disait, bon, maintenant, voilà, face au comportement sexiste, il faut des réunions et il y aura une réunion dédiée qu'aux femmes. Moi, je dis non, mais non, je suis contre ça. Mais là, tout ça commence à évoluer un peu. On m'a cherché un peu des poux dans la tête. Puis après, j'ai vu aussi des dynamiques purement de politique politicienne. C'est-à-dire que l'UNEF nationale, et ça c'est encore le débat entre girondisme et jacobin, c'est-à-dire qu'ils n'appréciaient pas beaucoup qu'il y ait une structure comme la nôtre qui soit autonome à Sciences Po. On avait notre petit financement, nos affaires, notre petite caisse, il n'y avait pas beaucoup de sous, mais il y avait ce qu'il fallait pour faire nos tracts, nos machins. On était un peu autonome. Et ça, c'était le deuxième point qui leur déplaisait. Et donc régulièrement, ils me convoquaient dans un bistrot du centre-ville de Bordeaux avec 2 personnes qui venaient de Paris, puis qui m'attendaient vraiment le couteau entre les dents et qui essayaient de m'intimider en me disant qu'ils allaient me faire la peau, etc. J'ai découvert un truc qui était hallucinant pour moi. Donc mon expérience à l'UNEF, c'est pas que c'est mal terminé, mais à la fin j'ai arrêté après mon dernier mandat et puis j'ai jamais renouvelé ma cotisation et puis je suis parti vers d'autres chemins. Et le Parti socialiste, c'est plus compliqué parce qu'il y a des militants sincères, il y a des gens à l'engagement honnête, sain, notamment les militants les moins adoubés par le système. Il y a des apparatchiks auxquels je fais un peu un sort dans le livre parce que je les trouve, assez répugnants d'ambition, il faut bien le dire, et je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal à la gauche. Ouais, on va en parler si vous voulez. Je vous en prie, alors je vous laisse reprendre la main, pardonnez-moi. Alors, il y a, justement, non, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Vous parlez notamment d'Olivier Faure, je voudrais en parler après, mais de François Hollande, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis de François Hollande, parce que vous l'avez rencontré plusieurs fois. Est-ce que vous considérez que c'est un homme qui était à la hauteur des enjeux? C'est un homme qui a été un président inventeur de l'oxymore, président normal. Est-ce qu'il a été à la hauteur de sa fonction? Est-ce que c'est lui le fossoyeur du Parti socialiste, ou vous considérez que ça date d'avant ou d'après?